Bonjour, nous sommes le mercredi 11 septembre 2019. Aujourd'hui, je vous parlerai de deux événements, la démission, limogeage de Monsieur John Bolton aux États-Unis et les aventures de Monsieur Boris Johnson, où on en est. Les États-Unis, quand la nouvelle est tombée, c'était dans la soirée pour nous hier de la disparition en tout cas de Monsieur John Bolton comme conseiller à la défense de Monsieur Trump. J'ai immédiatement réagi par l'ironie. J'ai dit Monsieur Trump a choisi entre ses deux conseillers en matière de défense, entre Monsieur John Bolton et Monsieur Vladimir Poutine, et il a choisi Monsieur Vladimir Poutine. Alors c'était de l'ironie, mais j'étais pas loin de bien décrire quand même la situation. Qui était Monsieur John Bolton? C'est quelqu'un qui est connu depuis pas mal de temps, c'est quelqu'un qui a prôné l'invasion de l'Irak à l'époque. C'était en 2003 si je m'en souviens. C'est quelqu'un qui appartient au camp qu'on appelle les néoconservateurs. Qu'est-ce que c'est les néoconservateurs? C'est une partie du parti GOP républicain américain. C'est un courant qui existe depuis les années 60. C'est un courant qui est dans la doctrine de Monroe, c'est-à-dire de l'interventionnisme américain. Les États-Unis vont intervenir dans le monde pour défendre une certaine représentation de la vision démocratique telle que les Américains, les États-Unis la conçoivent, interventionniste, guerre préventive, etc. Monsieur Bolton a eu l'occasion, en tant que conseiller, de recommander des frappes stratégiques sur la Corée du Nord et sur l'Iran. Monsieur Trump ne l'a pas fait parce que vous le savez que Monsieur Trump, deux choses. D'abord, il est aligné sur la politique russe. Enfin, je vous apprends rien. C'est lui-même qui le dit, qu'il écoute les conseils de son ami Vladimir Poutine sur la plupart des affaires, mais à l'époque déjà de sa campagne électorale, et bien avant déjà, il était aligné sur une politique pro-russe de retrait, d'isolationnisme américain et de non-intervention, et de laisser les gens faire un peu ce qu'ils veulent, s'ils ne menacent pas les États-Unis, s'ils ne représentent pas des intérêts économiques concurrents, divergents et dangereux pour le pays. C'est une position, la position de Trump, c'est une position défensive, ce qui arrange bien entendu la Russie, et c'est une position qui est de fait pacifiste, si l'on veut, par rapport à celle de Bolton. Alors, récemment, Bolton avait à la fois marqué des points en conseillant des actions assez dures, mais il se trouvait, je dirais, tout à fait en retrait par rapport à cette proposition de Trump de faire venir des représentants des talibans à Camp David pour des négociations de paix en Afghanistan. C'est pas du tout, bien entendu, la position de Bolton. Alors Bolton a fini par se retirer, qu'il ait été démissionné, limogé, ou qu'il se soit retiré de lui-même. Comme je le faisais remarquer hier, c'est mieux pour tout le monde de toute manière qu'un type comme Bolton, un faucon en matière militaire, ne soit pas davantage écouté par Trump. Mais comme les commentateurs de gauche l'ont répété aux États-Unis, ce sont des querelles à l'intérieur du même camp. C'est là, voilà, ce sont des positions de droite, voire même d'extrême droite qui se disputent entre elles. Les néoconservateurs sont en retrait depuis un certain temps. Leurs grandes vedettes comme Monsieur Irving Kristol écrivait dans les années 70, Daniel Bell aussi. Ensuite, les grandes vedettes ont été Monsieur Paul Wolfowitz et j'ai oublié le nom d'un Richard Pearl, bien entendu, et des gens comme Rumsfeld, comme Cheney sous Bush
Bush le fils, ont été des personnes qui ont représenté à l'intérieur même du gouvernement des positions de ce type-là. Avec Trump, on a affaire davantage donc à une position de repli, non seulement isolationniste, mais qui coupe de manière systématique les bonnes relations entre Trump et les nations alliées des États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui correspond bien entendu à l'affaiblissement recherché par la Russie des nations qu'on a appelé autrefois le monde libre, et ça ne faisait pas rire, mais qu'on a appelé aussi l'organisation des nations autour de l'organisation militaire de l'OTAN, bien entendu. Voilà pour les États-Unis. On ne sait pas ce que ça va donner. Du côté américain, un événement, c'est demain, jeudi, que débute véritablement la procédure d'impeachment contre Monsieur Trump, ce qui va permettre de faire revenir devant des commissions des personnes qui ont déjà parlé, mais qui ne peuvent plus se retrancher devant le refus simplement de parler, qui vont devoir répéter ce qu'on sait déjà, et vous le savez, le dossier qui permettrait une procédure d'impeachment, de destitution de Trump, bon, je l'ai déjà dit, il y a 50 fois plus que ce qu'on a pu utiliser contre Nixon, donc ce ne sont pas les munitions qui manquent. Ce qui manque, c'est le soutien de Madame Pelosi, qui reste convaincue que, c'est une position que j'ai défendue sur le blog depuis des années, qu'on ne pourra rien faire contre Trump tant qu'il reste encore de l'ordre de 35 à 45% de la population qui considère que c'est un bon président. Ça fluctue, on est plutôt je dirais dans le bas en ce moment. Un dernier sondage parle de 38% de personnes favorables à la gestion de Trump. C'est monté jusqu'à 45% à certaines époques, et puis ça a toujours fluctué depuis sa nomination autour de 40%, mais ça n'a pas bougé, il n'a pas perdu encore de manière considérable. Si vous regardez depuis son élection, je pourrais le remettre, mais ça sert à rien, c'est pourcentage d'opinions favorables et défavorables, c'est une bande pratiquement parallèle depuis son élection. Le fait comme le disent les partisans de l'impeachment, le fait qu'on fasse venir maintenant des personnes et les faire répéter des choses qu'on sait déjà, mais dans un cadre législatif et dans une procédure de type judiciaire, ils espèrent que ça va faire évoluer l'opinion des gens de manière défavorable par rapport à la position de Trump, en mettant en évidence une fois de plus ces turpitudes. Mais comme on le sait, ça n'a pas encore influencé énormément les gens. La seule chose, c'est au moment du procès de Manafort, où des gens qui étaient des gens MAGA, Make America Great Again, ont condamné dans un tribunal, dans un jury populaire, ont condamné Manafort, bien qu'il soit l'homme de main de Trump, et en particulier dans ses relations avec différents types d'oligarques russes. Pour ce qui est de Monsieur Johnson, on s'interroge sur ce qui va se passer maintenant. Vous l'avez peut-être vu, en particulier dans une vidéo que j'ai mise en ligne, mais qui ne l'a pas montré même les affrontements les plus durs qui ont eu lieu au Parlement britannique, des choses qu'on n'a pas vues depuis très 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 longtemps en Angleterre, une polarisation tout à fait extraordinaire, et qui, dans le cas de la Grande-Bretagne, se polarise sur ce vote de sortie de l'Union européenne. Alors vous êtes certains m'écrire en disant oui, mais à propos de Johnson, que j'attaque essentiellement en tant que démagogue, oui, mais il défend la volonté du peuple qui a voté pour le Brexit. Et là, si vous me dites ça, c'est ou bien que vous ignorez ce que je dis depuis le vote, depuis le référendum, c'est possible. Tout le monde n'est pas obligé de suivre ce qui se passe sur mon blog ou de connaître mes opinions. Ou bien c'est pour le plaisir de me dire le contraire de ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on a mis au référendum un vote sur quelque chose d'impossible. Bon,
Alors, qu'on ait voté à 65%, 70% ou même 90% pour quelque chose d'impossible, ça ne rend pas la chose moins impossible. La volonté du peuple de faire des choses impossibles se heurte à l'impossibilité. L'impossibilité, c'est quelque chose qui n'aura pas lieu. Je vous ai rappelé que c'est un certain philosophe qui s'appelle Aristote qui a dit qu'on ne pouvait dire que deux choses sur l'avenir avec certitude, que le nécessaire aura lieu et que l'impossible n'aura pas lieu. Bon. Donc la question n'est pas une question de volonté du peuple quand on demande quelque chose, quand on pose une question idiote qui était déjà un match entre M. David Cameron qui n'était pas lui en faveur de la sortie de l'Union européenne. C'était une provocation qu'il a faite à Boris Johnson et Boris Johnson l'a emporté. L'a emporté parce qu'un certain nombre de gens ont vu, parce que des gens, mais ça c'est ce qu'on voit dans d'autres pays, il y a des gens qui votent systématiquement contre ce que le gouvernement voudrait. Par irritation, comme je le disais l'autre jour dans l'article de journal L'Écho, parce qu'on a le sentiment, les gens ont une certaine partie importante, sans doute majoritaire de la population, a le sentiment que nos gouvernements s'occupent des petits soucis des nantis et ne s'occupent pas des gros soucis des autres, qui constituent la majorité de la population, voire événements de type gilets jaunes, etc. Alors que va-t-il se passer? Il y a un calendrier maintenant. Monsieur Johnson a obtenu gain de cause dans son projet d'ajournement du Parlement pendant 5 semaines. C'est passé devant les cours, ça a été confirmé, il a le droit de le faire. Le Parlement se réunira à nouveau le 14 octobre. Alors que la sortie de l'Union européenne est prévue est fixée maintenant au 31 octobre, ça laisse 17 jours. Le 17 octobre, Monsieur Johnson se rend à Bruxelles pour négocier, peut-être pour la première fois sérieusement, une sortie de l'Union européenne. Pas autre chose que ce qu'il avait prévu par défaut, qui était donc un no deal, c'est-à-dire une sortie sans accord. Il va se retrouver sans doute obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il en est maintenant à son 6e vote sur 6 perdu devant le Parlement. Comme ironisait un éditorialiste hier, il a commencé avec une majorité de 1 siège et il a maintenant une majorité de moins 45. Comme ce éditorialiste continuait d'ironiser en disant que M. Johnson selon ses partisans, va de victoire en victoire. Et la prochaine, disait-il, je crois que c'était dans l'Evening Standard, sa prochaine victoire, ça va être de démissionner ou bien d'être arrêté carrément par la police pour avoir pris des mesures contre la loi, contre une loi votée par une majorité d'opposants. C'est vrai que M. Johnson ne va pas de victoire en victoire, mais que son camp continue de pavoiser en disant voilà l'homme qu'il nous faut. Et il a encore, son camp dit, il a toujours une carte dans son jeu, et même la carte d'atout, dont sa démission, qui obligerait l'opposition de mettre un travailliste et même un marxiste au pouvoir. Alors le commentateur disait, si c'est ça la victoire du camp de M. Johnson, on ne sait pas trop ce qu'une défaite, comment représenter une défaite de M. Johnson. C'est vrai qu'il a mal joué, puisqu'ici il a très très mal joué. Il n'a pas pu empêcher qu'une mesure soit votée qui empêche, en principe, de sortir de l'Union européenne sans accord. Il a voulu placer des élections aussitôt, et pour cela il lui fallait une majorité de 2 tiers, ce que les travaillistes n'ont pas voulu. Et par conséquent, il était dans une position extrêmement complexe. La seule chose qui est positive pour lui, ce sont les sondages qui montrent que malgré son attitude, le Parti conservateur dans les sondages a les chiffres sont des intentions de vote de 35% contre 25% seulement pour les travaillistes, ce qui est un chiffre en baisse.
Pourquoi est-ce qu'il a 35%? Parce qu'il arrive à grappiller sur le parti de Monsieur Nigel, le parti d'extrême droite de Monsieur Nigel Farage, le Brexit Party. Il reprend, je dirais, l'électorat radical de droite au parti de Farage dans les sondages, mais il y a un certain nombre de députés et travaillistes et conservateurs passent aux libéraux démocrates, qui sont les seuls à avoir une position véritablement identifiée à un non-Brexit, au fait de rester à l'intérieur du Parlement européen. Et je dis, ils ne sont pas, en fait, ils ne sont pas les seuls, puisqu'au niveau écossais, le Parti nationaliste écossais est lui aussi en faveur de rester dans l'Union européenne et pourrait phagocyter entièrement ce qui reste du Parti conservateur en Écosse, selon les sondages. Alors, les chiffres que j'ai vus, c'est donc intention de vote 35% pour les conservateurs, 25% pour les travaillistes, 17% pour les libéraux démocrates et 13% pour le parti du Brexit. J'ai pas vu les chiffres pour le SNP, pour le Scottish National Party. Sinon, je vous les aurais dit. Je les ai cherchés, je les ai pas trouvés dans un sondage. Le sondage va s'adresser essentiellement à des Anglais en tant que tels, par opposition à d'autres composantes comme l'Irlande du Nord ou l'Écosse du Royaume-Uni et le Pays de Galles. Voilà où on en est. Voilà un tableau de ce qui s'est passé hier aux États-Unis et les jours précédents, y compris hier en Grande-Bretagne. Je continue de vous tenir au courant. Juste une petite note du point de vue français. Monsieur Macron perd patience. Il perd patience vis-à-vis du Royaume-Uni et d'après ce qu'on a entendu dire, il pousse maintenant à un Brexit sans accord pour arrêter les tergiversations. C'est aussi une façon, je dirais, de situer de manière un peu plus précise l'Union européenne vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Voilà, j'arrête là. Merci.